Voilà, retour donc et poursuite de cette matinée. Je vais vous demander d'accueillir pour prolonger ces discussions et réfléchir autour de finalement d'un mot qui barre à peu près toutes les unes de journaux depuis quelques jours, à savoir le risque de coupure de courant, mais aussi plan de délestage, des mots assez anxiogènes, sites prioritaires. Je vous demande d'accueillir tout de suite ceux qui vont m'accompagner pendant quelques minutes. Là, Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, Nicolas de Varin, qui est président de l'Uniden. Installez-vous, je vous en prie, moi je vais prendre cette chaise-là. Niklas Zabodji, qui est le correspondant économique du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et Denise Simpé, sénatrice MoDem des Pyrénées-Atlantiques. Merci à vous cinq d'être à mes côtés. Vous êtes aussi, Denise Simpé, vice-présidente du Conseil supérieur de l'énergie. Jean-Pierre Clamadieu, si on commence avec vous, d'abord c'est une question qui finalement occupe la une de l'actualité en ce moment, c'est comment éviter le court-circuit. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'hiver qui approche et pour l'hiver 2024, parce que je me souviens, on s'était vu avant l'été, et c'était aussi cet hiver 2024 qui vous inquiétait. Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, on doit tous être extrêmement attentifs. Et si je vous disais que j'étais optimiste, je pense qu'évidemment, je serais un tout petit peu à côté de la plaque. Donc, on doit tous être très attentifs. Ceci dit, il me semble qu'on est le mieux préparé possible pour l'hiver qui débute aujourd'hui, et on le sent bien sûr au travers de la température. Alors, sur la partie gaz, nos stockages sont à des niveaux très élevés. Les flux de gaz naturel liquéfié continuent à arriver en Europe de manière très importante, et nous voyons des signes de baisse de consommation de deux natures. Des baisses de consommation que je pourrais appeler vertueuses, même si certaines d'entre elles sont poussées par des effets économiques. Donc nos consommateurs, des très grands groupes jusqu'aux particuliers, sont très attentifs dans l'utilisation du gaz et donc en consomment moins. Et puis des signes qui sont plus inquiétants. On voit effectivement du côté des grands industriels consommateurs de gaz des réductions très importantes, de l'ordre de 30% de la consommation de gaz. Derrière ça, il y a sans doute un petit peu de substitution vers d'autres combustibles, mais il y a aussi des arrêts de production, et ça, c'est un point qui est inquiétant. Et c'est vraiment ces trois paramètres qu'il faut regarder, s'agissant du gaz, sur cet hiver et le prochain. C'est la météo, c'est les arrivées de GNL. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? La météo, c'est bien sûr un phénomène imprévisible. Pas d'ailleurs de signaux au-delà de cette semaine, où on va avoir une vague de froid qui conduit sans doute à ce que ce week-end, on soit en France à 5 degrés en dessous de la température moyenne, peut-être 7 ou 8 degrés dans le reste de l'Europe. Donc c'est une vague de froid un petit peu sévère, et je pense qu'il faudra regarder ce qui se passe lundi matin. À plus moyen terme, sur la météo, pas de signaux particuliers sur janvier, par exemple. On commence à avoir des éléments donnés par les modèles. Sur le GNL, ce qui peut se passer, c'est un redémarrage de l'Asie, puisqu'il y a une compétition entre l'Europe et l'Asie pour l'accès au GNL, essentiellement américain et un petit peu qatari. Aujourd'hui, on bénéficie du fait que l'économie asiatique, et chinoise en particulier, n'est pas très dynamique. Et donc, ça libère des cargaisons, des bateaux qui viennent décharger sur nos ports. On voit d'ailleurs que des villes chinoises commencent à desserrer un peu les taux du zéro Covid. Absolument. Donc ça, c'est un point d'attention. Mais franchement, aucun signal sur les prochaines semaines sur une réduction d'arrivée de GNL en Europe. Et puis, le troisième paramètre, c'est les réductions de consommation. Je disais moins 30% pour les gros consommateurs de gaz. Sur les ménages et les activités tertiaires ou industrielles moins consommatrices de gaz, on est sur une tendance de réduction de l'ordre de 10%. Ouais. Donc c'est quand même très significatif. Alors, sur les particuliers, mes chiffres sont européens. Sur les particuliers, on attend avec beaucoup d'intérêt l'analyse des chiffres de cette semaine, puisque c'est vraiment la première vague de froid pan-européenne. Mais on perçoit, et en particulier dans les pays dans lesquels il y a un signal prix très fort, ceux qui n'ont pas mis en place de bouclier énergétique, des réductions très, très sensibles de consommation. Donc au total, quand j'ai dit tout ça, pour cet hiver, plutôt le sentiment que côté gazier, on va passer. Le système gazier fonctionne très très bien. Les interconnexions ont été rendues fluides, y compris dans les deux sens, pour celles qui étaient habituées à fonctionner dans un seul sens. Sur l'électricité, alors Engie est un acteur important également du marché de l'électricité, mais nous ne sommes pas producteurs massifs en France. Point d'attention qui se concentre sur quelques heures de quelques journées
Je pense que le message, et je vais vraiment reprendre ce qu'a dit le président de la République samedi, le message c'est soyons extrêmement attentifs aux réductions de consommation. Je pense que le blackout n'est pas une fatalité. S'il arrive, il ne concernera que des petites parties du territoire et je pense qu'on est tous capables de faire face effectivement à quelques heures d'interruption, mais c'est à nouveau quelque chose qu'on peut éviter par des efforts sur la consommation. Et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre des messages qui nous sont envoyés en ce moment, ils visent à ce qu'on soit tous très attentifs. Il faut arriver à déplacer des consommations des moments de pic vers les autres. On a fait une expérience intéressante chez Engie d'ailleurs la semaine dernière, puisque vis-à-vis de nos clients particuliers consommateurs d'électricité, on a mis en place une démarche qui consiste à dire, si vous, pour des clients volontaires, mais on a une réponse très large, plus d'1 million de clients volontaires. Lorsque nous percevons une tension à venir, nous vous demandons la veille de réduire vos consommations de 20% en moyenne. Et si vous le faites, on vous donne un petit bonus. Et on a fait une expérience la semaine dernière, le taux de réponse était très bon. Ce qui veut dire qu'on est capable de déplacer, dès lors qu'on informe les consommateurs, on est capable de déplacer des pics de consommation de quelques heures au travers de tout un tas de gestes simples. Et c'est vraiment vers cela qu'il faut se porter pour faire en sorte qu'on puisse passer cet hiver. Alors, un mot sur l'hiver prochain, sans monopoliser la parole. Alors, évidemment, sur l'électricité, sans doute une situation beaucoup plus satisfaisante, puisqu'on espère que le parc nucléaire français, qui est vraiment le cœur du sujet sur le système électrique de l'Europe de l'Ouest, on espère que le parc nucléaire français sera venu à un mode de fonctionnement beaucoup plus proche de ce qu'on peut attendre. Flamanville, c'est fin 2023. Oui, mais en revanche, la fin des arrêts de maintenance exceptionnels, c'est quelque chose qu'on attend sur les premiers mois de l'année. Sur le système gazier, j'allais dire jury's out, on a encore des visions un peu différentes selon les experts. Nos propres experts chez Engie ont le sentiment qu'on devrait plutôt être capable de passer l'hiver prochain sans trop de difficultés. Ça dépend à nouveau de ces 3 paramètres, pas de mystère. Météo, capacité à continuer à tirer du GNL et gestes de réduction de consommation. Certains, je pense à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, sont un petit peu plus prudents, mais il va falloir continuer à agir sur ces trois axes. Et on ne retrouvera un équilibre du système pérenne et solide du système gazier que lorsqu'on pourra accéder à de nouveaux contrats d'approvisionnement à moyen ou long terme, c'est-à-dire c'est plus des bateaux qu'on attire de manière un peu opportuniste, c'est des contrats dans lesquels nos fournisseurs s'engagent. Pour ça, il faut de nouvelles capacités de liquéfaction de gaz, c'est ça le point de blocage, dans des pays comme le Qatar et les États-Unis. Et donc c'est plutôt à l'horizon 2025 qu'on peut espérer retrouver cet équilibre qui fait qu'on se posera plus de questions pendant l'été. Est-ce qu'on est capable de remplir suffisamment nos stockages pour faire face? Et puis il reste un point, je ne vais pas le traiter, mais on pourrait y venir dans la suite, c'est bien sûr les prix. Ça, beaucoup de choses ont été dites par Geoffroy, par Peter Altmaier, sur des niveaux de prix qui, à court mais aussi à moyen terme, créent un déséquilibre très important de compétitivité entre l'Europe et les États-Unis et sur lesquels il faudrait agir. Et là, malheureusement, peut-être au contraire de ce que disait Peter Altmaier, moi je trouve que l'Europe n'agit pas. L'Europe n'a jamais produit autant de projets de réglementation en matière énergétique que ces derniers mois. Franchement, peu de textes avec un réel impact. Le cap sur les prix du gaz que nous demandions, nous, depuis le début de cette crise, la Commission a fini par présenter une proposition dans laquelle, oui, il y avait un cap, mais à un prix qui était tellement élevé qu'il n'avait aucun impact concret. Les achats communs de gaz tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, on n'y croit pas non plus. Donc ça, je pense que ce sujet du prix gaz et bien sûr électricité, c'est vraiment un sujet ouvert sur lequel il n'y a pas de solution miracle, mais certainement la nécessité de travailler ensemble de manière déterminée et sans doute de restaurer, pour faire écho à ce que disait Peter Altmaier il y a un instant, la nécessité de recréer un axe franco-allemand fort qui en ce moment, sur les sujets énergétiques, est pas tout à fait établi. Nicolas Jabogi, justement, je vous passe la parole, puisque dans la foulée de Peter Altmaier et puis de ce que vient de dire à l'instant Jean-Pierre Clamadieu, vous avez, vous, en tant qu'observateur, le sentiment qu'il y a la même lecture, la même approche entre l'Allemagne et la France par rapport à ce qu'on est en train de vivre et aux perspectives des prochains mois ?
Oui, alors bonjour. Premièrement, oui, je pense oui. Je pense même en Allemagne, même à Berlin, même les Verts ont bien compris que c'est un choc énergétique qui est historique, qu'il faut réagir, qu'il faut même prolonger la vie, la durée des centrales de charbon. Et l'Allemagne, pour l'instant, a vraiment un bilan climatique qui est horrible. Alors c'est peut-être mieux d'en pas parler trop. On a bien compris qu'il faut même prolonger la vie des centrales nucléaires aussi. Et troisième point, on a bien compris qu'il faut vraiment accélérer maintenant. Il faut vraiment accélérer les projets. Qu'il faut bien sûr des éoliennes, bien sûr des photovoltaïques, bien sûr d'hydrogène, et vite, alors rapidement. Mais à mon avis, c'est pas un problème d'argent. Et c'est aussi quelque chose que je voulais dire sur la question de la réponse à Inflation Reduction Act. Il n'y a pas un manque d'argent, à mon avis, en Europe. Alors, il y a toujours beaucoup d'argent dans le programme Next Generation EU. Alors, 750 milliards d'euros qui n'est pas encore utilisé. Alors, c'est plutôt une question d'autorisation des projets. Alors, il y a assez d'argent privé pour des projets de renouvelables. Même une entreprise, par exemple, comme RWE, gagnent beaucoup d'argent, et la plupart d'argent aujourd'hui pas avec le charbon. Oui, ils ont là des centrales de charbon, mais ils gagnent la plupart d'argent avec des éoliennes offshore. Et ils sont prêts à investir en France, en Allemagne. Mais il y a ce problème structurel que les projets peuvent pas être réalisés, ou après beaucoup d'années d'autorisation, tous les problèmes. Et c'est en France... C'est plus français que allemand, ce problème-là ? Non, à mon avis, ce sont les deux. Mais il faut dire, la France a pour l'instant 8 000 des éoliennes. L'Allemagne, 30 000. Alors beaucoup plus. Mais l'Allemagne, par exemple, n'a pas beaucoup de côtes. Alors c'est la France qui a 6 000 kilomètres de côtes. Alors la France a beaucoup de potentiel aussi dans le photovoltaïque. Alors, c'est en France, il y a beaucoup plus de potentiel. À mon avis, il y a beaucoup d'investisseurs. On est prêt, les entreprises sont prêtes à investir, mais la politique n'a pas réussi à établir un cadre d'investissement. Et c'est le cœur de la transformation, à mon avis. L'acceptabilité aussi dans l'opinion. Le politique a du mal parce que l'opinion accepte mal. Bien sûr, ça fait partie. Moi, j'ai pas une solution. Bien sûr, il y a toujours des problèmes avec des éoliennes à côté des villages. C'est un problème, je sais, mais il faut trouver des solutions à ça. Ça, c'est les clés. C'est pas l'argent, ça, c'est le problème structurel, à mon avis. Je vous poserai la question également, Denise Simpé, par rapport à ça, mais je rebondis avec Nicolas Devin sur ce que disait Jean-Pierre Clamadieu aussi, ce moins 30%. Au sein de l'industrie. Est-ce que c'est le signe avant-coureur de ces délocalisations qu'on évoquait, d'un risque de faillite, c'est-à-dire d'une baisse de compétitivité de nos industries, que ça traduit là aussi, et pas seulement de la sobriété ? Oui, bonjour. Pour l'Uniden, nous représentons 70% de la consommation d'électricité et de gaz dans l'industrie en France, concentrée sur un certain nombre, la moitié d'une centaine de grands groupes essentiellement. Alors, la baisse de consommation évoquée par Jean-Pierre Clamadieu, elle est effective, elle est probablement un peu différente entre la France et l'Allemagne, plus marquée en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Elle a des explications de court terme. La première, une explication classique, c'est le déstockage habituel et donc les ralentissements d'allure de nos ateliers à l'approche de la fin de l'année. C'est un motif comptable normal. Cette année, il joue peut-être un peu plus vite et un peu plus tôt, mais il n'a pas de caractère, je dirais, exceptionnel. Le second, c'est effectivement, et ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est bien sûr la baisse de la demande finale. Même si la corrélation entre la consommation d'énergie et la production de nos ateliers et surtout nos ventes n'est pas totale. Il y a toujours des effets retards liés aux effets de stockage, mais pour autant, nos carnets de commandes, malheureusement, commencent à se vider, en tout cas baisser assez sensiblement. Et donc la perspective de Q1 2023 n'est pas du tout la même qu'elle était celle, bien évidemment, il y a un an, mais même celle de Q4. Donc il y a des perspectives et donc un ralentissement, je dirais, par prudence pour éviter du surstockage. Troisième élément, et qui est difficile à quantifier, mais qui est réel, c'est ce qu'on appelle le fuel switch en anglais, c'est-à-dire la conversion des outils de production d'électricité, et notamment ceux à base de gaz, c'est-à-dire les cogénérations, qui sont peu répandus en France, peu dans l'industrie, mais très répandus en Allemagne, puisque le système énergétique allemand est beaucoup construit sur la cogénération, c'est-à-dire l'autoconsommation, l'autoproduction, l'autoconsommation. Nous constatons, mais ça mérite d'être mesuré finement, un fuel switch
un transfert vers des énergies, des combustibles alternatifs plus compétitifs. En d'autres termes, le fuel et le gazole. Vous pouvez convertir très facilement un four, enfin, dans certaines installations, une cogénération, vous remplacez le brûleur et vous remplacez un brûleur à gaz par un brûleur à gazole. Ce qui est un pas en arrière par rapport à la volonté de Ce qui est un pas en arrière sur le plan transition, climatique, c'est un oui, pas en arrière considérable, mais ça, c'est évident, malheureusement. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est que cette fuite devant le gaz nécessaire, qui est un impératif en Allemagne, effectivement, conduit à ce report vers des combustibles moins chers. Et donc, je pense qu'un bon indicateur, ce serait de suivre précisément la consommation de gazole. On n'imagine pas que les Français, enfin que les Européens se mettent à conduire 2 fois plus avec leurs véhicules. Donc, s'il y a une explosion de la consommation de gazole, elle est probablement due à cet effet report. Voilà les explications de court terme sur la baisse de la consommation. Mais le plus préoccupant, c'est bien évidemment la baisse tendancielle de l'activité. Et il n'y a pas des arbitrages pour des usines qui ont quatrième point, un outil c'est de bien sûr production en l'arbitrage. Europe ou aux États-Unis. Ça joue tant pour le gaz que pour l'électricité. Aujourd'hui, je dirais que les industriels que nous sommes ont des approches malheureusement marginalistes qui consistent à dire que vous analysez votre portefeuille et vous éliminez vos ventes, la vente marginale, la vente qui se fait à perte. C'est une approche qui est destructrice et même suicidaire sur le plan du moyen terme pour de compte de résultats. Pour autant, dans le court terme, vous décidez de sabrer, comme on dit, sabrer vos ventes qui se font à perte. Et ce sont souvent les ventes à l'exportation, en particulier, qui sont très importantes pour beaucoup de nos industriels. Je voulais juste reprendre un chiffre, sur une industrie que nous connaissons bien tous les deux, qui est la chimie. Sur la chimie de base, par exemple, les engrais, on a des réductions de production massives. On parle de 60 à 70% de la réduction de la production d'engrais en Europe. Parce que l'engrais, c'est du gaz légèrement transformé. Mais donc, le coût de la matière première est essentiel. Donc oui, on voit des shifts de production, des transferts, de production massifs d'une région vers une autre. Denis, voilà, je termine là-dessus. C'est évident. Enfin, c'est le mouvement structurel, c'est le très très gros problème. C'est en ça que la crise actuelle, cette hypercrise qui est européenne, est en même temps structurelle. C'est ce risque de grands déplacements de production. Alors, ça n'est pas une problématique de groupe, ni même de société. C'est une problématique d'usine contre usine. Qu'elle soit à l'intérieur d'un groupe ou à l'extérieur, peu importe. C'est l'arbitrage d'une usine européenne. C'est une usine en faveur d'une usine américaine contre une usine européenne. C'est ça le très gros. C'est ça le sujet absolument majeur, avec tous les effets de cliquet que ça entraîne. Alors, Denis Saint-Pé, justement, là, on est au cœur du problème, j'ai envie de dire, à la fois problème évidemment conjoncturel, structurel, on vient de le dire, et acceptabilité de l'opinion publique. Donc, c'est vrai que pour aujourd'hui, appréhender la crise que nous vivons et préparer l'après, c'est très compliqué en réalité. Bonjour à toutes et tous. Alors, très modestement, avec mon regard d'élu et de parlementaire, je suis quand même très interrogative sur ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que quand on parle « préparez-vous à du blackout », certaines régions et pas d'autres, excusez-moi, mais c'est qu'on a certainement raté beaucoup de choses avant. Avant que je n'évoque comment je vois la dimension mondiale et puis ensuite la dimension européenne et française. Moi, je voudrais faire un petit feedback sur, eh bien, depuis l'origine 1999, nous signons les accords de Madrid. C'est Lionel Jospin qui signe les accords de Madrid sur l'ouverture du marché à la concurrence de la fourniture d'énergie. Parfait. On se dit, comme dans tous les domaines, le domaine énergétique doit être similaire à tous les autres domaines d'ouverture à la concurrence. On va ouvrir à beaucoup de fournisseurs, ça va nous permettre de réguler des prix. C'est le dogme de la concurrence fait baisser les prix aussi pour le consommateur. Tout à fait. Cette idée-là. Tout à fait. Si ce n'est qu'on se rend compte depuis ce moment-là quand même que l'énergie, ça n'est pas le même marché que les carottes ou les pommes de terre. C'est totalement différent, parce que cette ouverture du marché, elle a, je dirais, complètement été ratée. Pourquoi ? On avait pensé que les nombreux fournisseurs réinvestirait dans des outils de production, et il est là le problème, c'est qu'on n'a pas du tout investi dans les outils de production, et que il y a eu
sur ce plan-là, donc, un échec. Ensuite, il y a eu le phénomène, vous savez, de la reine, c'est-à-dire on a obligé le fournisseur historique, EDF, à vendre à ses concurrents de l'énergie en dessous de son coût de revient, parce qu'il fallait impérativement, je crois que c'est important de connaître l'histoire, il fallait impérativement que le coût du marché se situe en dessous du coût du tarif régulé. Voilà, donc, et aujourd'hui, on en est là. Alors, le président tout à l'heure, le président de Bézieux l'a bien dit. Alors, on a eu la crise Covid, on a eu depuis la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui nous fait nous trouver dans des situations intenables, c'est vrai, intenables. Donc, pour ma part, au niveau des solutions qui pourraient être trouvées en mode, je dirais, rapide, nous permettant peut-être de trouver quelques solutions, eh bien, il y a la décorrélation, ça a été dit, la décorrélation du prix de l'électricité par rapport au prix du gaz. Alors, il faut quand même savoir, je ne sais pas si notre intervenant allemand nous regarde ou nous écoute. Si, je crois qu'il nous écoute. L'Allemagne s'oppose complètement à ce que propose la France et ce que propose la Commission européenne, c'est-à-dire la décorrélation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Bon, chacun un peu a son histoire. L'Allemagne a fait le choix, et il nous l'a très, très justement dit, a fait le choix de développer plutôt les énergies renouvelables et de laisser complètement de côté la filière nucléaire. Donc là, on a besoin de solutions de décorrélation. Et ça, pour l'instant, au niveau européen, ça n'est pas décidé. Or, il va falloir qu'on le fasse. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de le faire, parce que moi, je ne crois pas du tout à aller chercher des sources d'énergie ailleurs. La guerre en Ukraine nous a démontré une chose quand même, c'est qu'on avait intérêt à travailler pour notre indépendance énergétique, comme pour notre indépendance alimentaire d'ailleurs. Et on travaille tous dans ce même sens. Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions, que la Commission européenne nous aide à trouver des solutions au niveau international. Et ensuite, et j'en reparlerai peut-être après, il faut effectivement que la France, qui a fait des erreurs comme d'autres pays européens, c'est-à-dire qui a abandonné complètement sa filière nucléaire, qu'on ne retrouvera pas notre potentiel nucléaire avant 15 ans, même si nous sommes d'un optimisme débordant. Je crois qu'il faut être réaliste. Donc il faut qu'on retrouve du bon sens et qu'on développe notre filière nucléaire. Et c'est vrai que EDF ne nous aide pas trop avec Flamanville, avec les retards, les problématiques, etc. Et il faut effectivement que nous sachions, que nous puissions donner un coup de pouce plus fort que ce qui existe aujourd'hui sur les énergies renouvelables si vous voulez après je reparlerai du développement des énergies renouvelables. Mais ce sera un dossier de toute façon qu'on va aborder. Par rapport à ce que j'ai dit en préambule, moi je reste persuadée que l'énergie ne doit pas être considérée comme un bien comme les autres biens de consommation, et je ne suis pas contre le marché, pas du tout, ne me pensez pas que je suis contre le marché, pas du tout, mais l'énergie, quand on voit les conséquences dramatiques à la fois sur vos entreprises, sur les collectivités territoriales qui sont obligées aujourd'hui de fermer des services publics parce qu'elles n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, et sur les particuliers, je crois quand même qu'on doit se poser des questions de fond sur la gestion de cette fourniture d'énergie. Merci. On va revenir ensuite, évidemment, à nous 5 ou 6, si je m'inclus, sur les problématiques d'énergie renouvelable. Je vais donner la parole à Jean-Dominique Giuliani dans un instant. Juste un mot de réaction, peut-être, Nicolas Zabogy,
par rapport aussi à ce que je disais tout à l'heure avec Peter Altmaier, le problème aujourd'hui pour l'Allemagne, c'est cette remise en cause du modèle qui est compliquée. C'est-à-dire que le modèle allemand ne fonctionne plus aujourd'hui face à une énergie et un prix de l'énergie qui explose tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors ça dépend. Comme je dis, nous avons des centrales de charbon qui garantissent qu'il y a assez d'électricité. Nous avons aussi, pour l'instant, assez de gaz. Alors nous ne sommes pas dans un... Alors même en Allemagne, l'économie fonctionne toujours. Mais bien sûr, il y avait des erreurs. Si vous voulez, je peux dire, il y avait à mon avis 3 grandes erreurs dans les dernières années. Alors il y avait cette sortie du nucléaire. Il y avait à l'époque de Fukushima 17 réacteurs nucléaires en Allemagne. 17 réacteurs qui ont fonctionné. C'était un choix de sortir. Et deuxièmement, on a eu ce choix politique d'utiliser pas le gaz en Allemagne. Alors, il y a bien sûr aussi des capacités de gaz propres en Allemagne, mais c'était un choix politique d'utiliser pas ce gaz. Bon. Et troisièmement, on n'a pas réussi vraiment à avoir un réseau électrique qui est vraiment suffisant. On a assez d'éoliennes pour l'instant, mais on n'a pas de réseau pour fournir l'industrie dans le sud, dans Munich et Stuttgart. Alors, ce sont 3 grands problèmes, 3 grandes erreurs dans les dernières années. Et pour l'instant, j'espère qu'on a bien compris qu'il faut réagir, qu'il faut trouver des solutions à long terme. Bien sûr, on peut discuter des solutions à court terme, comme par exemple le blocage des prix, mais à mon avis, il faut faire vraiment attention d'avoir la perspective à long terme. Et les prix libres sont importants. Mais c'est en solo ou c'est en européen qu'on réfléchit là, quand on est à la tête de la stratégie allemande? Bien sûr, la stratégie allemande est une autre stratégie que la stratégie française. La France veut du nucléaire. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. À mon avis, c'était une erreur, mais ça reste comme ça. On va pas réussir. Alors, Peter Altmaier a raison qu'il faut bien sûr une alliance très 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 forte entre la France, entre Berlin et Paris. Mais c'est pas pensable d'avoir la même politique sur le nucléaire. Ça reste comme ça. À mon avis, c'est toujours possible d'avoir un cadre d'investissement, d'avoir un cadre en marché commun d'électricité, mais on va pas réussir de convaincre les Allemands de relancer le nucléaire. C'est exclu. Je suis désolé, mais c'est exclu pour l'instant. Jean-Dominique Giuliani. Justement, là, on met peut-être le doigt sur un des vrais problèmes du moment. Est-ce qu'on n'est pas face à un risque de politiques qui ne sont plus unifiées sur une problématique comme l'énergie? Alors, elle n'était pas forcément avant, mais aujourd'hui, on pourrait avoir envie d'une unification de la stratégie européenne sur l'énergie qui semble compliquée, notamment dans le couple franco-allemand, à trouver. Non, l'Europe, ce n'est pas l'unification à tout prix, n'est-ce pas? C'est parfois la complémentarité. En revanche, quand on raisonne chacun sur le plan national, on arrive à la situation actuelle. Et donc, vous remarquez que, y compris en France, on réclame toujours des politiques européennes et on fait des lois nationales. L'immigration, la santé, jusqu'au Covid, etc. Et pour l'observateur européen que je suis, c'est vraiment fatigant d'arriver chaque fois dans la crise où on ne sort que par l'Europe, difficilement, en retard et plus tard que les autres, avec des dommages qu'on aurait pu éviter si on avait accepté seulement de partager des expériences. On ne demande pas aux Allemands de devenir Français, ni aux Français de devenir Allemands. Il n'y a aucune chance d'y arriver. Mais en revanche, essayer de raisonner ensemble. L'opinion allemande, elle est anti-nucléaire. Donc voilà, c'est un fait, on ne la fera pas changer, même si on peut le regretter. L'opinion française, elle est quasiment pro-nucléaire, bon, majoritairement. Donc essayons de marier tout cela dans une politique intelligente à plus long terme. On l'a raté, on a un problème de court terme que vous avez magnifiquement expliqué, et un problème de long terme. Le problème de court terme, je suis infiniment convaincu que ce n'est pas l'investissement privé, ce n'est pas les prix du marché qui vont faciliter cette conversion indispensable que la hausse des prix nous permet d'envisager plus rapidement
que ce qu'on avait prévu. Et donc pour cela, il faut une politique publique. Et Peter Altmaier est un des rares Allemands à avoir compris ça. Et avec Bruno Le Maire, il a rappelé, nous voulons une politique industrielle. Ils ont réussi à faire sauter quelques vieux tabous européens pour faire ces programmes d'intérêt commun européens, financer des batteries, financer des puces. Et maintenant, il faut que nous plafonnions le prix de l'électricité d'urgence. Je crois que nos ministres, Bruno Le Maire, est à Bruxelles aujourd'hui encore pour cela. Et donc, qu'on le veuille ou non, vous avez deux camps, comme toujours en Europe, ceux qui privilégient l'approvisionnement, les Allemands, les Néerlandais, etc., et ceux qui privilégient une réaction sur le prix, qui est indispensable, parce que je suis horrifié, comme vous, de voir le différentiel de compétitivité avec les États-Unis, et que tout industriel normal, s'il a le choix, il n'investit plus en Europe aujourd'hui. Voilà. Donc il y a une urgence absolue, il faut le faire. Et il faut que nos amis en Europe aussi reconnaissent que l'ordolibéralisme est mort et il faut l'enterrer. Il faut accepter d'aller à son enterrement, ce que les Allemands refusent toujours. Voilà. Donc le ministre des Finances allemand, pour ça, est caricatural, M. Lindner. Il ne sait plus trop où il habite parce qu'il est libéral dans une coalition hétéroclite. Et donc il s'arc-boute là-dessus, mais je crois que tout le monde a compris qu'il fallait une intervention publique. Les Américains le montrent, avec 400 milliards de dollars pour faciliter cette transition. Nous devons faire au moins la même chose. Je crois qu'on va y arriver, mais ça va être douloureux, on va perdre du temps, on va avoir des dégâts, on va avoir des... Quand je vois un verrier qui arrête de produire, je me dis que franchement, au moment où on veut réindustrialiser la France, c'est un gâchis absolu. Ce ne sera pas trop tard? Écoutez, on y arrivera. Avec mes modestes petits muscles, je pousse pour qu'on fasse ça. Il faut qu'on le fasse tous. Ouais. Qu'on pousse. Je crois que Bruno Le Maire le fait très bien. Et il faut qu'on pousse encore plus fort pour qu'il y ait une réaction européenne immédiate et une réflexion de long terme un peu plus intelligente que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que nous avons tous des responsabilités. Hein. Geoffroy de Roux-de-Bézieux rappelait que cette décorrélation que vous réclamez entre le prix du gaz et l'électricité, pendant longtemps, elle a fait les affaires d'EDF. Et c'est même nous qui les avons inventées. Enfin, je ne sais pas si on sait comment ça marche, mais essayons d'expliquer ça clairement. Hein, pourquoi le prix de l'électricité dépend du prix du gaz? C'est parce qu'on a essayé de créer un réseau, l'ébauche d'un réseau européen. On a besoin que l'électricité soit toujours à 49 ou 50 Hertz pour ne pas avoir de breakdown. Et donc, pour fixer un prix, petit à petit, un prix commun, on prenait le prix de la dernière centrale qui démarrait. Évidemment, c'était toujours les centrales à gaz, bientôt à charbon, qui démarraient. Voilà. Et donc, le prix final de l'électricité en commun dépendait de la dernière intervention sur le marché. Donc, évidemment, il faut casser cela et il faut trouver quelque chose, mais prenons le temps. En attendant, pour la réaction, moi, j'appelle de mes voeux, je crois qu'on va y arriver. Franchement, on a peut-être 6 mois, 1 an, qu'on arrive à stabiliser le prix de l'électricité. Nous en avons les moyens, n'est-ce pas, sur le marché, et surtout qu'on arrête de mettre la réglementation avant la politique positive industrielle. On n'arrête pas de réglementer. Écoutez, je ne suis pas pour le gaz de schiste, mais la France est interdite du gaz de schiste. Maintenant, elle achète du gaz de schiste américain. Bravo, etc. Donc, on marche sur la tête en réglementant avant de donner l'impulsion nécessaire pour garder une industrie qui est quand même au meilleur niveau technologique. Alors, on va parler précisément sur la dizaine de minutes qui nous restent ensemble de l'alternative, de la transition et de ces nouvelles énergies, ou en tout cas de nouvelles façons de produire de l'énergie. Jean-Pierre Clamadieu, est-ce qu'on peut accélérer cette transition énergétique ? Comment et avec quelle technologie? Est-ce qu'on est prêt, tout simplement, au-delà des vœux? Je prends un exemple juste, et je vous donne la parole évidemment après. Je me souviens, moi, de 2012, où tous les constructeurs automobiles, après Fukushima, lorsqu'ils s'étaient rendus compte que tous dépendaient d'un microprocesseur fabriqué uniquement au Japon, avaient dit on va rapatrier en Europe notre production pour plus être dépendant. 10 ans plus tard, on n'a toujours pas de semi-conducteurs quand il y a une crise. Donc est-ce qu'on est, au-delà du discours, capable d'enclencher cette transition ?
Je crois que la transition a été enclenchée. D'ailleurs, les tensions qu'on a vues sur les prix de l'énergie avant le déclenchement de la guerre en Ukraine étaient bien liées à l'importance de cette transformation qui, en Europe, nécessite des moyens considérables. On parle de centaines de milliards d'euros, voire de milliers de milliards d'euros pour être capable de transformer profondément notre système énergétique. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'accélérer. L'Europe est, on le voit bien en ce moment, pauvre en énergie fossile. Donc il faut que nous mettions un énorme coup d'accélérateur sur la production d'énergie décarbonée. Nucléaire, là où c'est acceptable, donc ça c'est le plan français qui a été annoncé, il faut vraiment qu'il soit réalisé au-delà des sujets de très court terme qu'on évoquait tout à l'heure, il faut qu'on soit capable d'investir le plus rapidement possible dans ces nouvelles capacités, dans un pays dans lequel il y a effectivement une acceptation politique de cette forme d'énergie. Deuxième priorité, les renouvelables. Elle vient même en termes de calendrier avant, puisque si on arrive à aligner nos efforts, et Dieu sait que ce n'est pas facile, y compris dans un pays comme la France, on le voit en ce moment au Parlement avec le projet de loi sur les énergies renouvelables, il faut qu'on aille beaucoup plus vite. On est capable, en 4 ou 5 ans, d'installer des capacités supplémentaires de production d'électricité d'origine renouvelable. Engie a dans ses... qui est le premier développeur de renouvelables en France, Engie a, non pas dans ses dossiers, mais dans des projets qui sont prêts à démarrer, plusieurs gigawatts. Un gigawatt, c'est un EPR ou presque. Et donc, il faut qu'on arrive à aller plus vite, et ça suppose de débloquer des projets sur le terrain, ça suppose de recréer du consensus, et c'est pas facile, autour d'une forme d'énergie qui est indispensable. Et on a 20 gigawatts, c'est ça, qui sont de dossiers qui sont à peu près bloqués pour l'instant. En France, alors, quand on dit bloqué, le terme n'est pas tout à fait exact, mais on a aujourd'hui... je vais en attente. Ouais, pour Engie, le chiffre est un petit peu moins grand, mais je pense qu'on a plus de 10 gigawatts de projets qui sont aujourd'hui prêts à démarrer. C'est-à-dire que les études d'ingénierie sont faites, il faut qu'on arrive à lancer ces projets, et Dieu sait que c'est difficile. Et puis, troisième volet important, le gaz. Le gaz, on en a besoin à court terme, mais ça ne peut être que du gaz fossile. Il faut qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement, et puis ce gaz, il faut qu'on le verdisse, lui aussi. Biogaz. Issus de méthaniseurs, issus de fermentation. Là aussi, des projets s'empilent sur les bureaux des préfectures. Il faut qu'on soit capable d'aller beaucoup plus vite. Nous sommes convaincus qu'en 2030, 20% du gaz livré en France pourrait être du biogaz. Aujourd'hui, on est à 2 ou 3%. Et quand je dis convaincu, là, pour le coup, les projets sont là. Mais il faut arriver à les réaliser. Et puis ensuite, l'hydrogène, qui me paraît être un vecteur essentiel d'une transformation, d'une transition énergétique supportable en termes de coûts en Europe. Donc les leviers, les solutions techniques, on les a. Il faut les articuler et il faut être capable de créer un soutien politique autour de la mise en œuvre rapide de ces outils. À défaut de quoi, effectivement, nous courons le risque de voir une forme de désindustrialisation, en tout cas un impact sur l'économie européenne qui est durable. Et c'est vrai, pour revenir un instant sur l'actualité franco-française, quand je vois ce projet de loi sur l'accélération du renouvelable, qui franchement n'est pas révolutionnaire, hein, ce qu'on évoque, c'est un certain nombre de simplifications de procédures, un certain nombre de leviers d'accélération. Et quand je vois la difficulté à créer du consensus autour d'un projet comme celui-ci, je suis un tout petit peu inquiet, mais ma foi, la discussion commence à l'Assemblée et j'espère qu'elle sera aussi efficace qu'au Sénat et qu'on pourra aboutir. Oui, je sais, oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Au Sénat, on a réussi à faire voter largement ce projet. J'espère qu'à l'Assemblée, on va trouver les voies et moyens de recréer du consensus. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression, de trouver le consensus à l'Assemblée en ce moment sur beaucoup de dossiers. Nicolas de Varenne, est-ce qu'on est prêt à mener cette transformation industrielle de transition et est-ce qu'on peut partir sur tous les fronts en même temps? Nous y sommes prêts pour autant que nous recevions les signaux de long terme dont nous avons besoin sur les prix de l'électricité principalement. Je parle essentiellement d'électricité parce que c'est le marché où nous avons les leviers les plus importants. À crise structurelle, réponse structurelle. Réponse structurelle ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a un marché d'électricité qui a été construit par étapes dans les 25 dernières années. Il apporte une fonctionnalité incontournable, absolument nécessaire à la formation du prix et à la révélation du vrai prix de l'électricité dans des temporalités courtes. Incontestablement,
le fonctionnement en intraday, c'est-à-dire au cours de la journée sur des pas d'un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, ou day ahead, c'est-à-dire le lendemain, fonctionne. Et pendant très longtemps, le marché européen de l'électricité a fonctionné uniquement sur ces deux temporalités. Et puis on a ajouté, je crois en 1995, me souviens-t-il, une formation du prix à terme, qu'on appelle le calendar, c'est-à-dire pour l'année prochaine, qui en fait n'était que la duplication de la vision qu'on avait du prix court terme. Donc c'est un faux prix à terme. Aujourd'hui, il y a un paradigme absolument nouveau et qui est incontournable, et qui est un consensus politique absolu, qui est la décarbonation. Il n'y a pas de sujet, nous y avons tous souscrit, c'est inscrit presque dans notre Constitution, c'est inscrit dans toutes les lois, donc c'est un paradigme impératif. Cet impératif catégorique de décarbonation suppose que tant les fournisseurs, que les producteurs d'énergie, que les consommateurs que nous sommes, reçoivent le bon signal de long terme qui justifie d'avoir un temps de retour sur investissement raisonnable et justifie d'enclencher les investissements ici en Europe plutôt qu'aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Le marché, et là il y a 2 écoles de pensée. Il y a une école qui considère que un marché de commodité comme celui de l'électricité, de surcroît non stockable, ne pourra jamais intrinsèquement adresser ces niveaux de long terme. C'est contradictoire avec la notion même de marché. Et puis il y a une autre école de pensée qui consiste à considérer qu'on peut conserver le bénéfice de ces outils de régulation de très très court terme, de balance, ce qu'on appelle de balancing, d'équilibrage, mais qu'il faut juxtaposer, ajouter par-dessus un deuxième étage ou un deuxième compartiment où se forme ce signal de long terme, c'est-à-dire ce prix qui nous assure la visibilité. Et là, c'est économiquement assez difficile à concevoir, parce que dans un marché de commodité, à partir du moment où le bien est identique, et il l'est, l'électron est le même, quelle qu'en soit l'origine, est-ce que vous pouvez différencier 2 prix ? Voilà, donc c'est tout le débat, toute la difficulté du débat, et l'extraordinaire difficulté que nous avons, c'est que, comme tout le monde l'a rappelé, il faut sortir une solution structurelle en quelques semaines. Et donc là, il y a un risque, une prise de risque, et on comprend l'inquiétude et la crispation de la Commission sur le sujet, qu'il va falloir construire quelque chose de très robuste en quelques semaines. C'est aussi difficile qu'a été la crise financière en 2009-2010, mais c'est impératif pour qu'effectivement, éviter que nos usines ne ferment ici et ouvrent là-bas. Et on sait faire ça, Dominique Giuliani, réagir vite et trouver la bonne solution structurelle ? Si on se réfère à ce qu'on a fait pendant le Covid, le premier réflexe pendant 2 mois est national. On ferme les frontières, y compris à Strasbourg. Oui. Et puis on s'aperçoit que les interdépendances sont bien supérieures à tout ce qu'on pensait, qu'en réalité les gouvernements n'ont plus trop de marge de manœuvre, et c'est eux qui vont demander à la Commission des règles européennes. Ça, c'est un changement formidable que je peux vous annoncer, vous verrez sur les sujets migratoires ou d'autres, où chacun veut toujours régler en fonction de ses règles nationales, veut toujours régler ça lui-même, sous prétexte de préserver son identité, mais en réalité n'a plus les moyens de le faire. Donc on a normalement, c'est je crois la position de la France que Bruno Le Maire défend en ce moment même à Bruxelles, on a les moyens de lancer un plan de 500 milliards pour faciliter cette transition et donner une vision, une sécurité aux investisseurs de long terme. On a les moyens de le faire, on est très divisé en Europe. Je pense qu'on va y arriver. On va y arriver dans la douleur, un peu tard, il y aura des dégâts, mais je pense que... Même avec une sorte de repli sur soi politique aussi, Oui, du côté de la Hongrie, du côté de certains pays du nord de l'Europe, de l'Italie évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce qu'il y a des pays qui comptent, c'est la France et l'Allemagne, qui entraînent le reste. On a un problème allemand parce que, vous le disiez, tout le modèle nécessite beaucoup d'adaptabilité de la part de nos amis allemands. Ils ont aussi une coalition très bizarre, quand même, hein, disons-le. Hétéroclite, c'est politiquement correct. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez à Berlin, vous allez voir 3 personnes dans 3 partis différents et vous n'avez pas la même tonalité. Donc, le chancelier allemand a une situation intérieure à régler qui est extrêmement difficile. Il ne faudrait pas le sous-estimer. Et il faut aussi le comprendre si on veut arriver à une entente franco-allemande. Mais il y a une vraie divergence, un vrai basculement même de conception des politiques publiques en général. Et c'est très difficile pour nos amis allemands de le comprendre, et pour nous, Français, de comprendre aussi des limites de la politique nationale, puisqu'on le voit avec cet échec nucléaire. C'est un échec ce qui nous arrive aujourd'hui.
n'est-ce pas? Et nous payons, j'espère que nous allons nous redresser, mais après avoir eu la première, j'allais dire, industrie nucléaire au monde, quasiment, nous sommes aujourd'hui, pour des raisons exclusivement politiques, en difficulté. Donc j'espère que tout ça va changer très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi rapide que nécessaire. Voilà. Donc nous savons le faire au niveau européen. Pour l'instant, c'est très difficile. Je pense qu'on a quelques semaines, comme vous disiez, pour arriver à changer le logiciel. On s'approche de la fin de cette table ronde. Denis Simpé, simplement, vous, ce discours autour des énergies renouvelables et de la transition énergétique, comment vous le comprenez, vous le percevez d'un point de vue très concret par rapport à toute politique qui doit être menée maintenant? Alors, on parlait d'acceptabilité tout à l'heure, oui, c'est ça aussi qui est compliqué. Il est clair que nous devons savoir faire du mix énergétique. Il y a le nucléaire, bien sûr, mais il y a absolument le développement des énergies renouvelables. Et je voudrais dire, monsieur le représentant d'Engie, que je partage complètement ce que vous avez dit, sachant aussi en France développer tout ce qui est gaz renouvelable. Et moi, je verrais beaucoup d'avenir dans ce qui est la méthanisation qui apporterait aux divers territoires de France qui peuvent faire cette méthanisation, qui apporterait un plus très important en termes de fourniture d'énergie. Donc, effectivement, je veux rebondir sur nos projets, les projets d'énergie renouvelable. Alors, vous avez parlé de la loi sur l'accélération, parce que l'accélération du développement des énergies renouvelables. Le gouvernement a pris conscience, et je crois que tout le monde prend conscience qu'il faut absolument donner un coup d'accélérateur au développement de ces énergies renouvelables, que ce soit l'éolien en mer, l'éolien terrestre, là où il est possible de le faire, le photovoltaïque. Donc, il faut absolument développer ces énergies. Alors, vous êtes un peu critique, et c'est normal, les industriels sont toujours critiques un peu envers les élus, quels qu'ils soient, les gouvernements, quels qu'ils soient. J'ai envie quand même de vous dire à toutes et tous, on est obligé aujourd'hui, dans notre société, de tenir compte de l'acceptabilité sociale. Vous ne pouvez plus passer un projet, qu'il soit communal, intercommunal, départemental, régional ou national, sans que les concitoyens aient leur mot à dire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire, et sûrement pas votre entreprise, mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits en France sans aucune acceptabilité. On a vu ce que ça a donné. Contentieux, les projets bloqués, les autorisations non données, etc. Donc, effectivement, à travers ce projet de loi qui a déjà été instruit au Sénat et qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale sur le développement des énergies renouvelables, contrairement à ce que vous pensez, je crois que l'Assemblée nationale va permettre de déverrouiller certains leviers qui ont été mis au Sénat. Je prends pour exemple au Sénat, beaucoup de sénateurs étaient absolument hostiles à ce que l'on mette de l'éolien en mer à moins de 40 km, ce qui n'a aucun sens, parce que dès que vous mettez de l'éolien en mer, ça n'a plus du tout le même équilibre économique à 20 km, à 30 km ou à 50 km. C'est totalement différent. Donc l'Assemblée est en discussion actuellement pour faire sauter un petit peu ces leviers. Après, je vous l'accorde, on a des autorisations, exemple, de l'architecte des bâtiments de France à demander, mais heureusement, je dirais, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, à proximité, des bâtiments classés. Enfin, il faut quand même tenir compte de tout cela. Et puis, dernier paramètre très important qui sont exigés aujourd'hui par la population, quelle qu'elle soit, du monde urbain ou du monde rural, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. C'est terminé, l'industriel qui arrive en disant « Voilà, monsieur le maire ou madame le maire, voilà, mon projet, c'est celui-là ». Le maire tout content parce qu'il demande combien il y a d'emplois, donc très bien. Ben aujourd'hui, on demande à l'industriel de partager cette valeur
avec les territoires, avec les communes, avec les intercommunalités et avec également les personnes qui sont impactées, les gens qui vivent dans les quartiers où sont implantés, où s'implanteront ces équipements d'énergie renouvelable. Donc, nous, les élus et le gouvernement, nous devons tenir compte de cette acceptabilité, mais ce projet de loi nous permettra effectivement d'aller un peu plus vite et de donner un coup d'accélérateur, parce que, encore une fois, moi je suis persuadée que le nucléaire, on ne verra le bout du chemin qu'au bout de 15 ans, donc il faut absolument qu'on accélère les énergies renouvelables, mais avec l'acceptabilité sociale. Je voulais juste réagir d'un mot pour dire qu'évidemment, je ne cherche pas du tout à opposer les développeurs aux élus. Au contraire, on a besoin de vous. Il faut qu'on arrive à créer du consensus, on en est bien conscient. On ne développe pas des projets contre les populations dans lesquelles ils se réalisent. Mais le rôle des élus est essentiel et il faut qu'on arrive ensemble probablement à faire un petit peu de pédagogie pour expliquer pourquoi ces projets sont importants. Et sur le partage de la valeur, on est complètement en ligne avec vous. On a poussé à ce qu'il y ait dans cette loi des dispositifs qui nous permettent de partager, non pas juste avec la commune d'implantation, s'agissant d'éoliennes, mais l'ensemble des communes qui sont concernées par un projet. On pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet de créer de l'alignement d'intérêts. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à travailler avec les élus pour permettre la réalisation relativement rapide de ces projets. On va conclure avec Nicolas Zamogy, mais simplement Jean-Pierre Clamadieu, c'est vrai que ce n'est pas simple pour les politiques de mener une politique de moyen à long terme, parce qu'en 2012, l'opinion publique n'était pas forcément favorable au nucléaire après Fukushima. Si demain, Moscou bombarde Zaporijjia, sans doute qu'on sera de nouveau anti-nucléaire avec le risque qui incombera. C'est aussi complexe, versatile, l'opinion publique. Et je me rends bien compte que le rôle des élus ou de nos dirigeants politiques n'est pas simple. On est sur des sujets d'investissement à très long terme, s'agissant des systèmes énergétiques, s'agissant des investissements faits par les industries qui consomment l'énergie qu'on produit. Il faut qu'on arrive à développer une vision de moyen long terme. Je pense qu'en Europe, elle est vraiment autour d'un système énergétique décarboné. Je pense à nouveau que le nucléaire, dans un certain nombre de pays, a son rôle à jouer, évidemment en France. Et il faut qu'on arrive, et c'est là où le soutien des élus nationaux, mais aussi locaux est important, il faut qu'on arrive à expliquer et à créer du consensus autour de ces projets. 10 éoliennes modernes, récentes, c'est la consommation d'électricité d'une ville de 80 000 habitants. Donc on voit bien que c'est très concret. Donc il faut qu'on soit... et on a tous besoin, on le voit en ce moment, d'avoir de l'électricité quand on tourne le bouton en rentrant chez soi. Ça suppose des installations qui effectivement peuvent provoquer un certain nombre de gênes pour ceux auprès desquels ces installations sont construites, mais c'est absolument essentiel. L'énergie, c'est la vie. Et il faut que nous arrivions à faire partager cette vision et que nous restions avec un horizon de moyen-long terme. Et l'électricité, évidemment, plus les années vont passer, plus elle aura son importance dans la fourniture d'énergie globale. Nicolas Zamogy, est-ce qu'il faut, et ce sera en guise de conclusion, une planification écologique ? C'est un terme qui a été employé par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne en France. Ça fait partie des attributions de la Première ministre désormais, donc ça, on va dire politiquement ça fait une forme de consensus. Est-ce que vous y croyez, vous ? Je suis d'accord si la France décide d'utiliser ces termes. Pour moi, ça fait toujours un peu mal au ventre parce que c'est un peu socialiste, en termes d'interventionnisme, dirigisme. Je ne suis pas sûr si c'est vraiment la réponse qu'on a besoin. Alors, bien sûr, il y a une crise maintenant, un choc énergétique. Il faut une réponse d'urgence, bien sûr. Mais à long terme, je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que c'est vraiment le marché, que ce sont vraiment les entreprises qui doivent décider, qu'il faut mobiliser aussi au vu de la dette publique, qu'il faut vraiment mobiliser les capitaux privés pour investir dans les projets à long terme. Moi, je suis convaincu qu'avec un cadre, avec un prix de CO2, avec moins de bureaucratie, avec une autorisation beaucoup plus rapide, on est capable d'accélérer cette transition écologique. Je ne suis pas sûr si la planification, c'est vraiment le terme qui est nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous cinq d'avoir participé à ce débat passionnant.
Je vous laisse retourner à vos places. On va marquer de nouveau une petite pause et puis on va poursuivre évidemment avec une question de fond qui est, maintenant qu'on a fait cet état des lieux, établi les besoins, comment est-ce qu'on forme ceux qui vont pouvoir mettre en route cette transition écologique dans les années qui viennent, même au-delà des mois qui viennent. À tout de suite.